Bonjour, merci d'être venu en si grand nombre. Il me fait très plaisir donc d'accueillir dans le cadre du cycle de conférences sur la recherche de la section de droit civil l'honorable Yves de Montigny. Le juge de Montigny est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en droit de l'Université de Montréal, ainsi que d'une maîtrise en philosophie de l'Université Oxford. Le juge de Montigny revient en quelque sorte à la maison puisqu'il a été professeur à la section de droit civil de 1982 à 1997. On est très heureux de le revoir aujourd'hui avec nous. Il a exercé aussi plusieurs fonctions gouvernementales par la suite, donc par exemple à titre d'avocat conseil à la direction du Conseil constitutionnel du ministère de la Justice du Québec, directeur général planification et stratégie au bureau du Conseil privé, et premier conseiller juridique du groupe de droit public au ministère de la Justice du Canada. Il a été nommé juge à la Cour fédérale en 2004 et juge à la Cour d'appel de la Cour martiale du Canada en 2006. Finalement, il a été donc en 2014 nommé juge à la Cour d'appel fédérale du Canada. Monsieur le juge de Montigny nous rend visite à la suggestion et à l'initiative du professeur Denis Nadeau, dont je salue justement l'initiative. Le thème abordé par notre conférencier aujourd'hui est un thème malheureusement d'actualité ces dernières années, de Beyrouth à New Delhi, de Madrid à Boston en passant par Bagdad. Bien sûr, on a été témoin ces dernières années de nombreux actes qui menacent la sécurité nationale, mais c'est un thème évidemment qui prend une signification particulière ces derniers jours alors qu'un pays si proche, si aimé des Québécois, des Canadiens, a été touché en son cœur et que la France, donc, s'apprête à prendre des mesures tout à fait exceptionnelles. Donc, c'est dans ce contexte chargé, tendu, que nous accueillons le juge de Montigny qui va nous parler de sécurité nationale devant les tribunaux, un équilibre toujours précaire entre droits fondamentaux et sûreté de l'État. Alors, merci de l'accueillir. Merci. Bonjour, merci Mme la doyenne. Écoutez, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. De voir autant de visages connus d'anciens collègues et de me retrouver dans un local où j'ai effectivement passé 15 années de ma vie avec grand bonheur. Alors, écoutez, c'est vraiment... Et je dois dire que le thème n'était pas choisi en fonction des événements malheureux, comme l'a souligné la doyenne de vendredi dernier. C'est un malheureux hasard, mais malheureusement, encore une fois, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Et mon propos aujourd'hui n'est pas tant de vous parler de la lutte au terrorisme en tant que tel, mais plutôt de vous parler de la réaction des tribunaux et de l'équilibre qui doit être fait par les tribunaux entre justement cette lutte au terrorisme et les libertés fondamentales. Là, il faut que je vérifie si ça fonctionne. Oui, fantastique. Alors, je pense que vous avez ici une belle citation qui met bien en évidence le défi auquel on est tous confrontés. La lutte au terrorisme, évidemment, n'est pas récente, mais disons qu'elle s'est certainement accentuée depuis le 11 septembre 2001 et c'est devenu un des enjeux majeurs, sans aucun doute, pour nos régimes démocratiques. Ce qui est important de rappeler aussi, et je vais le faire en introduction, c'est que ce n'est pas la première fois que le Canada est confronté directement au phénomène du terrorisme. On se souvient des événements à Ottawa l'année dernière, mais il y a eu, bien avant ça, la célèbre crise d'octobre de 1970 que mes anciens collègues et les plus âgés d'entre vous ont vécu, que pour les plus jeunes, dont vous avez pris connaissance dans les livres d'histoire. Évidemment, il y a des différences incontournables entre l'islamisme radical qui est représenté par Al-Qaïda et l'État islamique et la crise d'octobre, ne serait-ce que par la portée des événements des dernières années, de la gravité des pertes humaines et du rejet global de la civilisation occidentale des groupes extrémistes islamiques, qui n'était pas le cas du FLQ. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des parallèles à tirer, et je le ferai donc en introduction. Il est certainement évident que les gouvernements font tout en leur pouvoir pour chercher à protéger la sécurité des citoyens. C'est certainement le premier objectif de tout gouvernement, ne serait-ce que dans un régime démocratique.
Le Parlement, à sa façon, est également tenté de restreindre les droits fondamentaux pour conférer des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre et aux services de renseignement. Le pouvoir exécutif, lui, quand il se présente devant les tribunaux, fait valoir son expertise et fait valoir que les services de renseignement doivent avoir les coups des franches. Et que le gouvernement peut également faire valoir sa légitimité démocratique pour, justement, convaincre les tribunaux de lui laisser toute la place possible. Pourtant, et c'est le propos donc que je tiendrai dans la prochaine heure ou à peu près, la primauté du droit et la séparation des pouvoirs sont au cœur de notre Constitution et c'est aux tribunaux qu'il incombe d'assurer le respect des droits fondamentaux enchâssés dans la Constitution. Et la question donc qu'on peut se poser, c'est comment les tribunaux s'acquittent de cette tâche-là et est-ce qu'ils font preuve d'assez d'indépendance d'esprit pour résister aux pressions qui s'exercent sur eux. Alors, c'est un peu le plan que je vais suivre ce midi. Je vais donc faire un bref retour sur la crise d'octobre, ne serait-ce que pour mettre les choses en perspective, pour ensuite m'attarder au rôle que la Cour fédérale joue en matière de sécurité nationale dans 3 domaines bien particuliers, des domaines qui sont méconnus, je pense, de beaucoup d'entre vous, mais qui sont quand même au cœur de cet équilibrage entre répression et liberté fondamentale. Et je conclurai par des brèves remarques à cet égard-là. Donc, revenons brièvement sur la crise d'octobre, ne serait-ce que pour le bénéfice des plus jeunes d'entre vous qui n'avaient pas vécu ces événements-là. Alors, le 16 octobre 1970, le gouvernement canadien s'était donné pour la première fois en temps de paix des pouvoirs considérables que la loi sur les mesures de guerre lui conférait normalement en temps de guerre ou d'insurrection. Cette loi prévoyait que l'émission d'une proclamation à l'effet qu'un état de crise existait constituait une preuve concluante qu'il existait un état d'insurrection réel ou appréhendé. Alors, il y a eu effectivement une proclamation qui a été émise sous l'autorité du gouverneur en conseil, le 16 octobre 1970, qui déclarait qu'un état d'insurrection existait depuis la veille, donc depuis le 15 octobre, et avait été engendré par le Front de libération du Québec. Le gouverneur en conseil édictait le même jour un règlement qui prévoyait qui déclarait que le FLQ était une association illégale et déclarait passible d'un emprisonnement de 5 ans une personne membre de cette association. On prévoyait aussi l'arrestation sans mandat et la détention sans inculpation de toute personne dont on avait des raisons de soupçonner qu'elle était membre du FLQ. Et soit dit en passant, une personne qui avait assisté à une réunion du FLQ était présumée en être membre et pouvait donc être arrêtée sans mandat et détenue sans inculpation pour 21 jours. Des pouvoirs donc très exorbitants de ce à quoi on est habitué. Il y a eu, comme vous le savez, plusieurs personnes qui ont été détenues dans le cadre de cette loi et de ce règlement et qui ont été accusées. Mais il y a eu, somme toute, très peu de contestations constitutionnelles sérieuses, probablement, entre autres, parce qu'il y avait une clause dérogatoire dans la loi qui prévoyait que la loi n'était pas soumise au champ d'application de la Déclaration canadienne des droits. La seule véritable décision rapportée, à tout le moins, qui a mis en cause la constitutionnalité de ces mesures, c'est l'affaire Gagnon-Vallière, dont vous avez la référence à l'écran. Gagnon et Vallière étaient 2 des têtes dirigeantes du FLQ, et ils ont été donc très rapidement arrêtés et détenus sans mandat, puis accusés d'être membres du FLQ. Et ils ont présenté une demande d'habeas corpus au motif que la proclamation était inconstitutionnelle. Et 2 questions se sont soulevées dans le cadre de cette procédure judiciaire qui sont mentionnées au tableau. Alors, est-ce que, d'une part, les tribunaux ont compétence pour décider si un état d'insurrection existe réellement? Et deuxièmement, est-ce que l'exécutif a usurpé ses pouvoirs ou les pouvoirs de la fonction judiciaire en condamnant à toute fin pratique par voie législative les membres du FLQ? Alors, sur la première question, donc, c'est une question cruciale parce que la Cour d'appel a décidé, de façon un peu surprenante, qu'elle n'avait aucune compétence pour considérer les raisons
qui avait amené le gouverneur en conseil à proclamer l'état d'insurrection. Alors, je parle de la Cour d'appel du Québec ici, bien entendu, pas de la Cour d'appel fédérale. Et cette décision-là a fait l'objet d'énormément de critiques parce que, et plusieurs auteurs l'ont souligné, la jurisprudence du Conseil privé en la matière, et même de la Cour suprême, distinguait entre, d'une part, la question de l'opportunité ou de l'efficacité des mesures qui peuvent être adoptées par un gouvernement pour faire face à une insurrection, et ça relève clairement du pouvoir exécutif. Et alors, ils ont distingué cette question-là de la question de savoir si, dans un premier temps, il existe vraiment un état d'insurrection qui justifie la décision de proclamer l'état d'urgence, qui, elle, normalement, devrait pouvoir être révisée par les tribunaux. Si on conclut le contraire, et c'est ce qu'ont souligné plusieurs auteurs, c'est remettre en question le principe même du fédéralisme au Canada, parce qu'en période d'insurrection, telle que déclarée sous l'autorité de la loi des mesures de guerre, à toute fin pratique, le partage des compétences est suspendu. Le gouvernement fédéral pouvait légiférer sur n'importe quoi. Et donc, si la Cour accepte qu'un état d'insurrection existe sans même le vérifier, c'est à toute fin pratique donner un chèque en blanc au gouvernement fédéral pour envahir tous les champs de compétences provinciaux. Alors, évidemment, il est plus facile, après coup, de remettre en question les décisions des tribunaux. Pendant que la situation existe, les tribunaux sont souvent réticents à intervenir et ils n'ont pas toujours l'information, ils sentent qu'ils n'ont pas l'expertise pour remettre en question l'évaluation du gouvernement et l'existence de cette menace terroriste. Mais je pense que les tribunaux abdiqueraient leurs compétences ou leur responsabilité de faire appliquer la Constitution, et c'est ce que les auteurs ont souligné à l'époque, s'ils s'abstenaient de vérifier l'existence même de l'état d'insurrection. Une fois que l'insurrection ou que son existence existe, là, on peut donner une très grande marge de manœuvre au gouvernement pour décider des mesures appropriées à prendre. Mais il faut au moins qu'on s'assure que l'insurrection ou le danger existe vraiment. Et ça, c'est le rôle des tribunaux. On peut soupçonner d'ailleurs dans ce cas-là que, implicitement, même si la Cour d'appel ne l'a pas dit, la Cour acceptait l'évaluation qu'avait faite le gouvernement, qui avait effectivement état d'urgence. Et il faut dire aussi que la Cour d'appel était mieux placée pour arriver à cette conclusion-là du fait que la plupart des matières qui étaient visées par le règlement adopté sous la loi des mesures de guerre visaient clairement le droit criminel et donc une compétence fédérale. Il n'en demeure pas moins que la proclamation de l'état d'urgence aurait autorisé le gouvernement fédéral à envahir tous les champs de compétences. Et c'est là la difficulté. Et en fermant la porte, donc, à toute possibilité d'intervention judiciaire, la Cour d'appel, à l'époque, a créé, je pense, un dangereux précédent. Le deuxième argument était plus créateur. En fait, il s'inspirait d'un article publié par un professeur de l'Université McGill. Le deuxième argument, donc, consistait essentiellement à dire que le gouvernement avait usurpé la fonction judiciaire en condamnant législativement des membres du groupe terroriste, le FLQ. Et cet argument-là s'inspirait d'une décision du Conseil privé, l'affaire Lionage contre la Reine, qui est citée à l'écran, où le Conseil privé avait déclaré inconstitutionnelle une loi du Parlement du Ceylan, qui est maintenant le Sri Lanka, qui visait à punir sévèrement les auteurs d'un coup d'État manqué qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Alors, la loi du Sri Lanka avait une portée rétroactive, créait des nouvelles infractions criminelles qui visaient les présumés conspirateurs du coup d'État, et ils étaient facilement identifiables parce qu'il y avait eu un livre blanc publié un mois avant qui nommait les 30 personnes, ou à peu près, qui avaient comploté pour renverser le gouvernement et qui disait, ce livre blanc, que les mesures seraient prises pour punir ces individus-là. Alors, imaginez qu'on savait exactement qui la loi visait. Il y avait aussi des peines d'emprisonnement très sévères et on modifiait les règles de preuve et de procédure de façon à limiter les garanties juridiques dans cette loi. Et le Conseil privé, dans l'affaire Lionage, donc, a estimé que cette loi violait
le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, qui pourtant n'était pas écrit de façon plus explicite dans la Constitution du Sri Lanka que dans la Constitution canadienne. C'était un principe qu'on avait hérité du parlementarisme britannique, et c'est sur cette seule base-là que le Conseil privé a invalidé toute cette loi du Sri Lanka. Alors, on a essayé de faire la même démonstration devant la Cour d'appel du Québec. On a soutenu de façon similaire que le gouvernement canadien s'était arrogé le droit de juger un membre d'une association illégale et donc d'en faire une partie à une conspiration séditieuse. Toute personne qui avait pris part à une réunion du FLQ ou qui avait parlé publiquement en faveur du FLQ. En d'autres termes, l'argument qu'on faisait valoir, c'est que la Cour en était réduite essentiellement à consigner qui avait assisté à une réunion ou qui avait pris part à un communiqué, et la culpabilité s'en suivait automatiquement. La Cour d'appel a rejeté cet argument en disant que la proclamation se contentait de créer un nouveau délit, celui d'être membre d'une association illégale, mais ne condamnait pas personne de façon explicite. Il n'en demeure pas moins, comme je vous l'ai dit, que même si au Canada, il n'y avait pas eu de livre blanc qui identifiait les membres du FLQ, Charles Gagnon et Pierre Vallière, pour ceux qui ont vécu à cette époque-là, étaient clairement identifiés au FLQ. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute, au moins que ces deux individus étaient des membres influents, pour ne pas dire les têtes dirigeantes du FLQ. Alors, dire qu'on se contentait de créer un délit sans nommer personne, oui, explicitement, c'était sans doute le cas, mais tout le monde comprenait qu'il y avait un certain nombre de personnes plus facilement identifiables que d'autres. Et pourtant, la Cour a dit le Parlement n'a pas passé outre au pouvoir des tribunaux en agissant de la sorte. Il est vrai, à la décharge de la Cour d'appel, que la proclamation de la loi sur les mesures de guerre allait beaucoup moins loin que la loi du Sri Lanka. On ne créait pas de peine minimale, les peines étaient moins lourdes et on ne modifiait pas les règles de preuve. Donc, il y avait toutes sortes de distinctions qui avaient pu être faites. Mais il y en a un pas moins que sur le plan du principe, à savoir que le Parlement se substituait au pouvoir judiciaire en créant une infraction et en indiquant pratiquement aux tribunaux ce qu'ils devaient faire eu égard à certains individus bien connus. On se rapprochait malheureusement de la situation qui avait été jugée inconstitutionnelle dans l'affaire Lionage. Donc, tout ça pour vous dire, et je terminerai avec mon introduction là-dessus, que les motifs de la Cour d'appel dans cette affaire-là laissent beaucoup à désirer, et on peut certainement dire qu'ils témoignent d'une énorme, une extrême déférence envers le gouvernement et le Parlement en temps de crise. Et la question donc qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les tribunaux lorsqu'ils sont de plus en plus confrontés à cette tension entre la protection des droits fondamentaux et la sécurité nationale, est-ce que les tribunaux font preuve d'une plus grande indépendance ou si, au contraire, ils sont toujours tout aussi déférents face au pouvoir exécutif? Et donc, ça m'amène à vous parler de 3 types de dossiers que la Cour fédérale examine qui mettent en cause la sécurité nationale. Je ne voudrais pas que vous soyez sous l'impression qu'il n'y a que la Cour fédérale qui est appelée à trancher des questions impliquant la sécurité nationale. Bien sûr, les cours supérieures en matière criminelle, notamment, sont constamment appelées à traiter de ces questions-là. Mais il reste qu'en matière de sécurité nationale, c'est probablement la Cour fédérale que le plus grand nombre de dossiers est traité. Alors, je vais aborder donc chacun de ces 3 types de dossiers et je vais essayer de vous démontrer, vous allez me dire que je suis probablement biaisé, et c'est le cas, mais enfin, on pourra en discuter, que la Cour fédérale et les tribunaux en général sont probablement moins déférents qu'ils l'étaient et ont acquis une plus grande expertise en la matière que c'était le cas dans les années 70. Alors, commençons par les mandats de sécurité nationale. Encore une fois, il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre de quoi il s'agit. Lors des événements d'octobre, c'est la GRC qui était chargée de faire des enquêtes de sécurité nationale. Et il y a eu beaucoup de critiques qui ont été adressées à la GRC à l'époque. Et on a fait valoir, avec raison dans certains cas, que la GRC
s'était livré à des activités illégales et contraires aux libertés fondamentales dans le cadre de cette fameuse crise d'octobre. Et donc, on a mis sur pied la commission McDonald pour faire le point sur la question. Et la commission a recommandé d'enlever à la GRC toute la juridiction sur les enquêtes de sécurité nationale et de confier ces enquêtes à un service civil de renseignement distinct de la GRC et dont les pouvoirs seraient encadrés par une loi, ce qui n'était pas le cas de la GRC parce que c'était une section administrative de la GRC, mais sans aucun encadrement législatif. Et la Commission avait également recommandé que les pouvoirs qui seraient exercés par cette agence de sécurité soient assujettis à une demande de mandat en Cour fédérale pour tous les pouvoirs d'enquête, qu'il s'agisse d'interception de communication, de perquisition, d'examen du courrier, donc pour tous les pouvoirs qui constitueraient des infractions à la loi s'ils étaient accomplis par des citoyens ordinaires. Et ces pouvoirs-là, bien entendu, sont des pouvoirs qui vont bien au-delà des pouvoirs exercés par les forces policières, parce qu'ils peuvent être exercés dans des circonstances où il n'y a pas de preuve qu'un crime a été commis. L'objectif, évidemment, est de prévenir la commission d'un crime plutôt que de faire la lumière sur un crime qui a été commis. Et c'est pas pour rien, donc, qu'on a décidé de suivre les recommandations de la commission et qu'on a créé en 1984 le Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, comme on l'appelle, ou CSIS en anglais. Et on définit dans la loi de façon limitative le rôle du SCRS qui est restreint, et je cite l'article 12, qui est restreint à recueillir les renseignements sur les menaces envers la sécurité du Canada seulement dans la mesure strictement nécessaire. On verra qu'il y a des amendements qui sont actuellement devant le Parlement qui élargiraient ce rôle-là. On verra ce qui en arrivera. Mais pour l'instant, tout ce que le SCRS peut faire, c'est de recueillir des renseignements. Il peut mener des enquêtes également qui seraient nécessaires pour fournir des évaluations de sécurité ou des conseils sur des questions de sécurité au ministère du gouvernement canadien ou même, dans certains cas, d'une province. Et il peut aussi prêter assistance au ministère de la Défense ou des Affaires étrangères pour la collecte d'informations sur un État étranger ou un ressortissant étranger. Ce qui est plus intéressant, c'est que la loi oblige le SCRS à obtenir donc un mandat de la Cour fédérale afin d'utiliser certaines techniques d'enquête dont je faisais état plus tôt. Toute technique d'enquête donc qui porterait atteinte à une expectative raisonnable de vie privée, comme les interceptions de communication et de courrier. Pas besoin de vous dire que la constitutionnalité de ce régime a été contestée très rapidement en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne, dès qu'en fait que la première demande de mandat a été formulée à la Cour. Et il n'y a pas de doute que ces pouvoirs, comme je l'indiquais, sont très différents des pouvoirs exercés par les forces de l'ordre normalement, parce que le SCRS n'a pas à démontrer des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise ou que des éléments de preuve d'une infraction se trouvent à l'endroit où on veut fouiller ou perquisitionner, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de prévenir et non pas d'agir après le fait. Alors, le jugement qui s'est prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions-là est public. C'est un jugement du juge Held de la Cour fédérale qui a confirmé la constitutionnalité de ce régime. Ce jugement-là n'a pas été porté en appel. Et le juge Held a conclu, disons, in a nutshell, en résumé, que les intrusions qui étaient prévues dans la vie privée étaient néanmoins autorisées par la loi, d'une part, et n'étaient pas abusives compte tenu du contexte particulier de la sécurité nationale, où, encore une fois, le but n'est pas de faire enquête sur des infractions qui ont déjà été commises, mais plutôt de prévenir des infractions ou des menaces à la sécurité nationale. Et donc, on a dit que les critères de l'arrêt Hunter devaient être adaptés à ce contexte. Et il a conclu donc que les intrusions dans la vie privée prévues par la loi n'étaient pas abusives dans la mesure où elles étaient autorisées par voie de mandat décerné par un juge sur la base de motifs raisonnables et probables de croire que l'intérêt de l'État l'emporte sur celui des individus visés.
Maintenant, les mandats ne sont quand même pas accordés, autorisés de façon automatique. C'est l'article 21 de la loi qui encadre les pouvoirs de la Cour fédérale d'émettre ce genre de mandat. Et on prévoit notamment, au paragraphe 21.3, que la demande de mandat doit être présentée par écrit, accompagnée d'un affidavit portant sur les faits sur lesquels le demandeur s'appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre aux services de sécurité de faire enquête, et que d'autres méthodes d'enquête, c'est aussi un élément important, que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées en vain ou ont peu de chances de succès. Alors, il faut se conformer à toutes ces exigences-là. D'autre part, le mandat est circonscrit. Alors, on précise l'identité de la ou des personnes dont les communications sont interceptées. On précise les catégories de communications ou de documents qui sont visés. On prévoit une description du lieu où le mandat peut être exécuté. Et on prévoit aussi la durée de validité du mandat qui ne peut excéder 1 an, mais qui est fréquemment moindre qu'1 an. Et donc, dans ce contexte, on a dit, compte tenu de toutes ces conditions, que les mandats décernés sous l'autorité de la loi sur le service de sécurité étaient tout à fait valides et conformes à l'article 8 de la Charte. Comment ça se passe en pratique? Alors, on dit souvent que les gens qui savent ne parlent pas et que les gens qui parlent ne savent pas. Je vais essayer de faire mentir un peu l'adage parce que j'ai eu à traiter d'un certain nombre de ces dossiers-là. Je ne peux pas entrer dans les détails forcément, mais je peux au moins vous dire comment ça fonctionne concrètement. Alors, les demandes, donc, pour obtenir un mandat se font à huis clos, bien entendu, pour protéger la confidentialité des renseignements sensibles. Je pense que ce n'est pas une grande surprise. Et elles se font aussi ex parte, donc en l'absence des personnes sur lesquelles on veut enquêter. Encore là, je pense que ça va de soi. Et ces audiences se font devant ce qu'on appelle des juges désignés de la Cour fédérale. Alors, vous avez probablement entendu parler des fameux juges désignés. C'est qui les juges désignés? Alors, le juge en chef désigne, et c'est une autorité qu'il détient de par la loi, un nombre indéterminé de juges. Normalement, il y en a à peu près une dizaine là, sur les quelques 40 là, qui siègent à la Cour fédérale actuellement. Il y a environ une dizaine de juges, donc, qui sont habilités à entendre des causes impliquant soit des mandats, des certificats de sécurité ou, on le verra aussi, des demandes sous l'article 38. L'objectif étant de créer un nombre limité, un groupe limité de personnes qui vont développer une expertise dans le domaine de la sécurité nationale, qui vont pouvoir agir de façon un peu plus collégiale, qui vont recevoir de la formation, qui vont rencontrer des juges ayant des pouvoirs semblables dans d'autres juridictions, de façon à accroître justement l'expertise et la connaissance de ces juges-là, qui en général arrivent dans le domaine avec très peu de background, si je peux dire. Il y a peu de gens qui ont cette expertise-là, sauf évidemment les personnes qui travaillent au SCRS. Et donc, il faut créer l'expertise de toute pièce, et c'est l'objectif. L'autre objectif, je ne vous le cache pas, c'est de limiter la possibilité de fuite. Alors, moins il y a de gens qui sont impliqués, plus il y a de chances que les renseignements ne soient pas divulgués. Alors, évidemment, les juges désignés ont une lourde responsabilité parce que dans notre système judiciaire et juridique, comme vous le savez, on est habitué à des débats contradictoires. Il y a toujours les deux parties qui sont représentées et le juge est là, contrairement à la situation dans un régime inquisitoire, le juge est là pour écouter les représentations des deux parties et trancher sur la base de la seule preuve qui est déposée devant lui ou elle. Les juges désignés n'ont pas ce luxe-là parce que ce sont, encore une fois, dans le cadre des mandats de sécurité, mais ce sera le cas dans les deux autres exemples que je vais vous donner, le juge est seul avec les représentants du SCRS et du procureur général. L'autre partie n'est évidemment pas impliquée. Donc, il n'y a pas de débat contradictoire. Et c'est donc sur le juge désigné que repose la responsabilité de tester
la preuve qui est déposée devant lui ou devant elle pour vérifier qu'effectivement, un mandat doit être décerné, qu'il n'y a pas d'autre façon possible ou commode d'obtenir les renseignements qu'on veut obtenir. Alors, les juges ne sont pas très préparés, a priori, à jouer un rôle comme celui-là, mais je vous dirais que c'est une expertise qu'on acquiert assez rapidement parce qu'on en fait beaucoup. Et c'est à force d'en faire, forcément, qu'on développe des outils, des techniques pour jouer un peu le rôle d'un juge inquisitoire, si vous voulez, et pour poser les bonnes questions. Il y a des critiques, évidemment, qui sont adressées au système. On dira sans doute que la plupart des mandats sont accueillis, sont décernés, ce qui est probablement vrai, mais ça ne dit pas tout quand on dit ça. Parce que d'une part, on peut soupçonner que compte tenu de la rigueur avec laquelle les mandats sont examinés, il y a probablement beaucoup de situations où le SCRS va limiter les demandes de mandat dans un premier temps et donc va se présenter devant la Cour seulement quand ils sont un vrai bon dossier avec une preuve béton, là, si vous voulez. Alors déjà là, et ça c'est difficile à quantifier forcément parce qu'on ne sait pas les demandes de mandat qui ne sont pas présentées compte tenu de la rigueur de l'exercice. D'autre part, il arrive régulièrement que des demandes de mandat sont retirées après que le juge ait demandé des renseignements supplémentaires. D'autre part, les mandats sont souvent octroyés, mais de façon plus limitée que ce qui est demandé au départ, que ce soit au niveau de la période où le mandat sera en vigueur, ou au niveau des personnes qui seront visées, ou des lieux où il pourra s'exercer. Donc, il y a toutes sortes de tempéraments à ce pouvoir qui n'apparaissent pas nécessairement dans les statistiques, mais qui, je pense, permettraient de démontrer, si on pouvait effectivement révéler tout ça, que les mandats ne sont pas octroyés de façon automatique et presque comme du rubber stamping, comme on dit. Alors, l'autre élément qui est important, c'est que le juge désigné n'est pas toujours seul. Et en fait, la pratique, c'est de nommer ce qu'on appelle des amicus curiae, donc des amis de la Cour, qui vont venir apporter, dont l'objectif est d'apporter un éclairage différent, particulièrement quand une question juridique nouvelle se soulève. Alors évidemment, les amicus curiae n'ont pas les mêmes attributions, les mêmes pouvoirs que les avocats spéciaux dans le cadre d'un certificat de sécurité, et on va y revenir bientôt. Ils ne peuvent pas, évidemment, communiquer notamment avec la personne qui est visée par la demande de mandat, mais il faut se rappeler une chose quand même, c'est que le juge désigné n'est pas appelé à prendre une décision qui peut affecter les droits substantifs d'un individu, comme c'est le cas dans le cadre d'un certificat de sécurité. Le juge désigné, dans le cadre d'une demande de mandat, n'a pour objet, n'a pour fonction que d'autoriser certaines mesures d'enquête en lien avec des menaces de sécurité. Et la logique, donc, qui sous-tend une enquête de sécurité nationale n'a rien à voir avec, encore une fois, l'objectif d'une enquête criminelle. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'information ou les renseignements qui auront été recueillis dans le cadre du mandat sera utilisé dans le cadre d'une procédure civile ou criminelle subséquente qu'un individu pourra faire valoir ses droits et demander notamment l'exclusion de la preuve sur les articles 8 et 24.2. Mais tant qu'on n'a pas d'instance civile ou criminelle subséquente, le seul objectif du mandat, c'est de recueillir de l'information pour prévenir une menace terroriste. Alors, les droits d'un individu ne sont pas mis en cause à cette étape-là. L'autre critique qui est souvent formulée à l'égard des mandats de sécurité et du rôle de la Cour fédérale, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme dans la loi qui permette au juge désigné de surveiller l'exécution du mandat une fois qu'il a été accordé. Je vous dirai quelques petites choses là-dessus. D'abord, comme je vous l'ai indiqué tantôt, la durée du mandat est limitée dans le temps. Et on peut même la limiter considérablement et forcer le gouvernement et le SCRS à revenir devant la Cour pour extensionner le mandat. Et là,
il faut faire la preuve, d'une part, de l'information qui a été recueillie à partir du premier mandat, mais surtout démontrer que le mandat est toujours nécessaire. Et il n'est pas rare, donc, que dans les cas où la preuve est moins claire, on accorde un mandat, mais pour une durée plus limitée qu'une année. Ça pourra même être quelques mois parfois, avec l'obligation de revenir si on veut, encore une fois, prolonger la durée du mandat. Alors ça, c'est au niveau de ce que la Cour peut faire. L'autre élément qu'il faut considérer, c'est les organismes de surveillance qui existent, autant pour ce qui est du SCRS que pour le Centre de la sécurité des télécommunications. Et je pense que ça vaut la peine d'en dire un mot. Alors, la loi sur le SCRS a créé ce qu'on appelle le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, le fameux CESAR, là, dont on entend parfois parler. Cet organisme-là a pour objectif, a pour mandat, non pas d'opérer un contrôle a priori, mais a posteriori, c'est-à-dire de surveiller la façon dont le SCRS exerce ses fonctions et exécute notamment les mandats autorisés par la Cour. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un rôle extrêmement important parce que ça complète le rôle de la Cour fédérale en permettant justement un contrôle a posteriori de l'ensemble des opérations du SCRS. Parce qu'il faut bien l'admettre, les informations et les communications qui sont obtenues par le SCRS sont rarement utilisées dans des procédures judiciaires subséquentes. Et donc, il n'y a pas vraiment de contrôle judiciaire de l'exercice des mandats. Et c'est pour ça que le pouvoir d'un organisme de surveillance comme celui-là est extrêmement important parce qu'eux ont tout le loisir d'examiner, selon les critères qu'ils retiennent, comment le SCRS s'est comporté dans l'exercice de ses pouvoirs. Et l'exemple que j'ai cité ici illustre assez bien cette interaction, cette synergie entre la Cour fédérale et le César. Dans cette affaire-là, et là c'est un peu complexe, je vous prie de me suivre, dans cette affaire-là, l'affaire Ray X, la question était de savoir si la Cour fédérale a juridiction pour décerner des mandats qui visaient à autoriser des méthodes d'enquête menées dans d'autres pays que le Canada. Le SCRS prétendait qu'il avait ce pouvoir, que la loi l'autorisait à procéder à des enquêtes comme celle-là à l'extérieur du Canada, mais il voulait quand même obtenir un mandat pour s'assurer que ces agents qui œuvrent à l'étranger ne pourraient pas subséquemment être poursuivis au Canada et accusés de contrevenir au Code criminel ou à la Charte. Alors, dans un premier jugement que je n'ai pas rapporté ici, un juge désigné avait conclu que ni le texte de la loi, ni le contexte historique dans lequel la loi a été adoptée ne permettaient d'inférer une portée extraterritoriale à la loi et que rien, donc, n'habilitait la Cour fédérale à décerner des mandats qui pouvaient être exécutés à l'étranger. Alors, il avait refusé de décerner des mandats autorisant des techniques d'enquête qui contreviendraient clairement aux lois du pays où ces pouvoirs seraient exercés. Il avait dit à toute fin pratique au SCRS, si vous croyez que vous avez ce pouvoir-là, on ne peut pas vous empêcher de le faire, mais vous ne pourrez pas obtenir la couverture d'un mandat parce qu'on estime que la loi ne nous donne pas ce pouvoir d'accorder des mandats pour commettre des infractions, enfin, ce qui serait considéré comme une infraction au Canada à l'extérieur du pays. Ce qui est intéressant, c'est que le SCRS n'a pas porté cette décision-là en appel, mais est revenu à la charge dans une autre affaire, l'affaire Ray X, en utilisant une argumentation juridique différente cette fois-là. Alors, ce qu'on a soutenu à ce moment-là, c'est que la Cour avait compétence pour décerner des mandats, mais qui visaient des activités au Canada en lien avec une enquête qui pouvait bien sûr s'étendre au-delà des frontières canadiennes. Alors, en clair, ce que ça voulait dire, c'est que le service voulait demander l'assistance du Centre de la sécurité des télécommunications pour intercepter des télécommunications et des renseignements
au Canada, et donc pour pouvoir regarder au Canada ce qui serait intercepté par le Centre des services de télécommunications. Et le mandat était extrêmement important à cet égard-là, parce que le Centre de la sécurité des télécommunications, dans sa loi, ne peut viser des citoyens canadiens ou des résidents permanents, où qu'ils se trouvent, non plus que toute personne qui est présente au Canada. La seule exception à cette interdiction, c'est lorsque le Centre de la sécurité des télécommunications agit en fournissant une assistance à un organisme chargé de l'application de la loi ou de la sécurité. Donc, si le CST agit pour le compte ou à la demande du SCRS, là, il peut enquêter sur des citoyens canadiens ou des personnes qui se trouvent au Canada. Enfin, il peut enquêter, il peut intercepter des communications. C'est la seule exception. Et donc, c'était important pour le SCRS de pouvoir obtenir un mandat qui, là, par ricochet, autorisait le SCRS à demander l'aide du Centre canadien, du Centre de la sécurité des télécommunications. Mais le SCRS prétendait que tout ça se ferait au Canada. Alors, l'interception de toutes les télécommunications aurait lieu au Canada. Donc, il n'y avait pas d'ingérence ou d'utilisation de techniques, quelles qu'elles soient, à l'extérieur du territoire canadien. Alors, le juge Mosley, qui était juge désigné dans cette affaire-là, a accepté, dans ce cas-là, la thèse du service et a accepté d'émettre les mandats requis. Or, quelques mois plus tard, dans son rapport annuel, le commissaire, parce qu'il y a un commissaire aussi qui s'occupe de voir au respect de la loi par le Centre de la sécurité des télécommunications, le commissaire a été troublé par certains éléments qu'il a appris dans le cadre de son enquête et, dans son rapport annuel, a recommandé au SCRS de produire devant la Cour fédérale des preuves qui démontraient que l'assistance du Centre de la sécurité des télécommunications pourrait comprendre l'interception de communications de Canadiens par des agences étrangères. Alors là, le juge Mosley, qui est un juge allumé, regarde le rapport du commissaire au Centre de sécurité des communications, puis il dit il y a quelque chose qui est louche en arrière de tout ça. Alors, il convoque les avocats du SCRS et du CST et leur demande de quoi il en retourne, effectivement. Et il a conclu que le SCRS et le CST n'avaient pas présenté au juge, donc, dans un premier temps, lors de l'octroi des mandats, toute l'information à laquelle il était en droit de s'attendre et qui aurait dû être dévoilée. Parce que ce que le CST avait omis de dire à la Cour, c'est que pour obtenir les interceptions, si vous voulez, que le SCRS lui avait demandé de faire, pourraient originer non seulement du Centre de la sécurité des télécommunications au Canada, mais que le Centre de la sécurité des télécommunications pouvait aussi demander à des agences partenaires d'enquêter et d'intercepter des communications à l'extérieur de citoyens canadiens ou de personnes se trouvant au Canada. Alors, le CST ne le faisait pas, mais il demandait à des agences tiers de le faire à sa place et de lui communiquer l'information. Et là, le juge Mosley a dit que cette information-là, qui était cruciale, aurait dû être dévoilée à la Cour au moment de la demande de mandat et que, contrairement à ce qui avait été indiqué au juge, l'interception de communication n'avait pas tout lieu au Canada, mais pouvait se faire à l'étranger. Et le juge Mosley, donc, a conclu et a réaffirmé, en fait, le premier jugement en disant que le législateur canadien, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis c'est permissible, mais au Canada, la loi ne permet pas, ni explicitement ni implicitement au SCRS, de violer le droit international et la souveraineté de pays étrangers, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire de pays alliés. Et donc, cette décision-là a été entérinée par la Cour d'appel fédérale.
Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Ce n'est pas tant pour le fond de l'histoire, encore que ce soit, je pense, intéressant, mais ce que ça illustre, c'est cette synergie entre la Cour fédérale et les organismes de surveillance chargés de s'assurer que le SCRS, notamment, respecte les mandats qui sont octroyés. Parce que dans ce cas-ci, c'est grâce au rapport annuel du commissaire de la CST que la Cour a été informée de ce qui s'était passé vraiment dans le cadre d'un mandat qu'elle avait octroyé. Et c'est ce qui lui a permis d'annuler les mandats par la suite. Alors, on passe maintenant au deuxième sujet, c'est-à-dire, je vois que le temps file, mais soyez sans crainte, d'ici une demi-heure, je devrais avoir terminé au plus. Même avant ça, j'espère. Parce que je n'avais pas réalisé qu'il était déjà midi et 25. OK, ouais, ça va être avant ça, parce que j'aimerais ça qu'on ait le temps de discuter un petit peu. Alors, le deuxième secteur où la Cour fédérale est appelée à intervenir, qui met en cause la sécurité nationale, ce sont les renseignements secrets dans une instance judiciaire. Alors, historiquement, la couronne britannique a toujours pu invoquer un privilège absolu qui empêchait devant toute instance judiciaire la divulgation de renseignements lorsque, de l'avis du secrétaire d'État en Angleterre, la production du document porterait atteinte à l'intérêt public. Alors, c'est une jurisprudence très connue. J'ai cité quelques arrêts ici, notamment l'affaire Duncan en Angleterre. Aux États-Unis, c'est la même situation. À toute fin pratique, quand le procureur général ou le secrétaire d'État en Angleterre arrivait devant la Cour et disait tel renseignement qu'une partie voudrait mettre en preuve devant quelque tribunal que ce soit au Canada, vous ne pouvez pas regarder le document, c'est contraire à l'intérêt public, à l'intérêt national, puis vous devez rejeter la possibilité que ce document-là soit produit. Et le juge n'avait d'autre choix à l'époque, et c'était prévu dans la loi sur la Cour fédérale, le juge n'avait d'autre choix que d'accorder la demande du procureur général et de refuser qu'un document soit produit. Et donc, c'était la loi jusqu'en 1984. La Cour suprême avait d'ailleurs confirmé la constitutionnalité de ce privilège absolu dans une décision rendue peu après l'entrée de la Charte canadienne. Mais le législateur fédéral a quand même considéré que ce serait probablement difficile à accepter à l'ère de l'équilibrage qu'on doit faire entre la sécurité nationale et les libertés fondamentales. Et donc, on a modifié la loi sur la Cour fédérale et on a introduit une nouvelle disposition qui se trouve maintenant dans la loi sur la preuve, qui est l'article 38 et suivant, là, qui permet, qui transforme donc le privilège d'un privilège absolu en un privilège relatif. Alors, ce que l'article 38 maintenant prévoit dans la loi sur la preuve, c'est qu'un juge désigné, encore une fois, de la Cour fédérale, doit se pencher sur les renseignements que le procureur général veut exclure d'une instance judiciaire et doit vérifier que ces renseignements-là ne peuvent bel et bien pas être divulgués sans mettre en péril la sécurité nationale. Et encore une fois, ce qui est important que vous compreniez, là, c'est que c'est un juge désigné de la Cour fédérale qui a juridiction en cette matière, peu importe l'instance judiciaire dans laquelle le procureur général fait cette demande. Vous pouvez être dans une instance criminelle devant la Cour supérieure, la Cour du Québec, une cour municipale à la limite, ça importe peu. Chaque fois que le procureur général s'oppose à la divulgation d'un renseignement dans le cadre d'une procédure judiciaire, on s'arrête, le dossier se transporte à Ottawa devant la Cour fédérale qui, par le biais d'un juge désigné, doit évaluer. Et donc, le juge doit se demander si la divulgation, totale ou partielle, du document en question mettrait en cause la défense, la sécurité nationale ou les relations internationales. Et ce qui est important de savoir par ailleurs, c'est que même si un juge de la Cour fédérale estime que la sécurité nationale ne serait pas mise en péril par la divulgation d'un tel renseignement, le procureur général a le dernier mot parce qu'il peut néanmoins émettre un certificat qui interdit la divulgation des renseignements
dont la Cour avait préalablement ordonné la divulgation. C'est une décision qui peut faire l'objet d'une demande de révision devant un juge de la Cour d'appel fédérale, cependant. L'autre chose que vous devez savoir, c'est qu'en bout de ligne, si le gouvernement ne veut absolument pas qu'un renseignement soit divulgué, même si la Cour l'ordonne, ils peuvent toujours complètement retirer les accusations dans le cadre d'une procédure criminelle. Et à ce moment-là, ça met un terme au dossier, l'information n'est pas divulguée et la personne qui était accusée va se trouver libérée. Remarquez que le juge d'une instance criminelle a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire d'ordonner l'arrêt des procédures s'il estime que la preuve qu'on a soustraite au dossier était cruciale à un point tel que ça empêche la personne d'avoir un procès équitable. Alors, c'est toujours aussi une épée de Damoclès là, qui pèse sur le procureur général dans ce contexte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, quand la loi a été amendée, donc en 1984, les juges ont été très réticents. On ne change pas des habitudes du jour au lendemain, même si la loi prévoyait que le juge avait le pouvoir et devait, en fait, vérifier l'information pour voir si, effectivement, ça mettait en péril la sécurité, la défense, etc. Les juges, dans un premier temps, ont eu beaucoup de réticence à regarder les documents en question, et ça a pris un certain temps, je vous dirais 10-15 ans, avant qu'on examine vraiment les documents. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus, surtout depuis l'affaire Riebick, là, qui est mentionnée ici. Et la démarche qui est suivie, normalement, est en 3 étapes. Alors, dans un premier temps, le juge désigné doit se demander si les renseignements qu'on veut exclure sont pertinents à l'instance judiciaire dans lesquelles on veut les retirer. Alors, ça, le fardeau, à ce moment-là, repose sur la partie qui demande la divulgation. Et en matière criminelle, on va appliquer le critère de la res tingecum, c'est-à-dire est-ce que les renseignements sont raisonnablement utiles pour la défense. Si cette preuve-là est faite, là, on passe à une deuxième étape, et là, le fardeau repose sur les épaules du procureur général, qui, lui, doit démontrer que la divulgation des renseignements serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale. Et, bien sûr, le juge va quand même exercer une certaine déférence face à l'exécutif pour ce qui est de l'identification des menaces à la sécurité nationale. Mais le procureur général a quand même le fardeau de démontrer que le préjudice qu'il allègue repose sur des faits qui ont été établis en preuve. Ça ne peut pas être juste des conjectures ou une probabilité. Il faut qu'il y ait des faits pour démontrer cette menace-là. Et enfin, si on passe après à cette deuxième étape-là, la troisième étape, et là, le fardeau revient sur la personne qui va obtenir la divulgation. À la troisième étape, là, il faut se demander lequel des deux intérêts publics doit prévaloir, celui de la divulgation ou celui qui repose sur la sécurité nationale. Et là, on va prendre beaucoup de facteurs en considération. Par exemple, l'utilité et la valeur probante des renseignements dont on veut obtenir la divulgation, l'existence d'autres moyens raisonnables d'obtenir ces renseignements, la gravité de l'accusation si on est en matière criminelle ou des questions qui sont soulevées si on est dans une instance civile, le droit à une défense pleine et entière, encore une fois si on est dans le domaine criminel, et la possibilité même de violation aux droits garantis par la Charte. Quels sont... Alors, la jurisprudence est très développée à cet égard-là, et il y a un certain nombre de renseignements qui, je vous dirais, de façon générale, vont être exclus, que la Cour va accepter d'exclure dans le cadre de l'article 38. Alors, des renseignements, par exemple, qui identifieraient des sources de renseignements humaines ou techniques, des sujets d'enquête passés ou présents, la nature et le contenu de renseignements classifiés, des techniques d'investigation ou des méthodes d'enquête, la durée, l'envergure ou l'échec même d'une enquête vont généralement être exclus et on va considérer que l'intérêt public de non-divulgation l'emporte dans ces cas-là. Deux arguments qui sont régulièrement invoqués puis avec lesquels les juges sont devenus un peu plus
sophistiqué, c'est l'argument de l'effet mosaïque. Alors, c'est quoi l'effet mosaïque? C'est tout simplement pour exclure, en fait, c'est l'argument voulant que un renseignement qui peut paraître anodin en soi devrait néanmoins être exclu, parce que si on met ça dans un puzzle, puis des gens bien informés avec connaissance de tous ces petits renseignements-là anodins, ils pourraient mettre tout ça ensemble et donc obtenir des renseignements qui seraient préjudiciables. Je vous dirais que c'est un argument qui est maintenant examiné avec beaucoup plus de circonspection qu'il y a un certain nombre d'années, parce qu'à toute fin pratique, ça justifierait l'exclusion d'à peu près n'importe quel renseignement. On pourrait à peu près dire ça de tous les renseignements. Alors, les juges sont en général beaucoup plus sceptiques et je vous dirais que ce n'est pas un argument qui est très régulièrement accepté. L'autre argument qui est souvent invoqué, c'est la règle des tiers, c'est-à-dire que le Canada ne peut pas fournir des renseignements qu'il a lui-même obtenus d'une agence partenaire, que ce soit de la CIA ou d'un autre organisme de renseignement. Encore là, la Cour, oui, va considérer cet argument-là, et c'est vrai, et je pense qu'il faut mettre les choses en contexte, c'est vrai que le Canada est un importateur net de renseignements. On en reçoit beaucoup plus qu'on en échange, là. Et donc, on ne veut pas tarir nos sources, et comme les agences étrangères nous livrent d'informations avec la garantie qu'on ne les dévoilera pas publiquement, c'est évident que les sources se tariraient si, de façon systématique, ces renseignements-là se retrouvaient dans le domaine public. Alors, oui, les cours, les tribunaux vont être sensibles à cet argument-là, encore que très souvent, on va exiger que le gouvernement fasse au moins la demande. Parce qu'il peut arriver qu'un renseignement qu'on pense très, très secret, finalement, pour une agence étrangère, à cause de l'écoulement du temps, par exemple, l'est beaucoup moins. Alors, on va souvent exiger qu'au moins la demande soit faite avant de dire « Ah, on ne peut pas vous le dévoiler ». Encore une fois, pour ce qui est de la façon de procéder, bien, c'est un peu la même chose que pour les mandats de sécurité. On a, mais ici, c'est un peu différent parce qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape qui se tient à huis clos. Encore que quand je dis à huis clos, ça n'exclut pas vraiment le public parce qu'on a dit que le public, la transparence et l'ouverture des débats judiciaires devaient l'emporter sur la sécurité parce que dans la première étape, les parties, c'est-à-dire la personne qui demande la divulgation d'un document, peut faire des représentations. Alors, vous vous doutez bien qu'il n'y a rien de secret dans ces premières auditions-là parce que la partie qui demande l'information ne l'a pas entre les mains. Alors, c'est pour ça qu'on a dit que même si la loi prévoyait que c'était à huis clos, le public est admissible tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'information privilégiée qui est dévoilée, ce qui est généralement le cas. Alors, c'est un argument à ce moment-là qui est plus théorique, je dirais, que concret parce que la partie n'a pas les renseignements entre les mains. Dans un deuxième temps, il y a cependant une audition ex parte, cette fois-là, en présence seulement des affiants, donc de ceux qui ont fourni des affidavits au nom du procureur général pour demander la non-divulgation. Et là, le juge, un peu comme pour les certificats de sécurité, oui, les mandats, c'est le juge qui doit jouer un peu le rôle de l'avocat de la personne qui demande la divulgation, parce que cette personne-là n'est pas là. Alors, quand on est donc dans une audition ex parte, le juge, de nouveau, a un rôle plus inquisitoire. Il doit être beaucoup plus proactif parce que c'est au juge que revient le soin de tester les arguments invoqués par le procureur général pour refuser de fournir l'information. Et là, je vous dirais qu'encore une fois, les juges peuvent heureusement compter sur les amicus. Il est de pratique courante que l'on nomme un amicus. La loi ne le prévoit pas explicitement, mais je dois dire que le procureur général ne s'y objecte généralement pas. Et le juge, donc, a le bénéfice d'un amicus qui va pouvoir, lui, compte tenu du mandat que le juge lui donne, contre-interroger même les affiants du procureur général pour voir si, effectivement, l'information qu'on veut retenir mettrait en péril la sécurité nationale.
Et c'est un outil très précieux. Et je terminerai en vous disant tout simplement que ce mécanisme donc, de l'article 38 a été maintenu. On a contesté sa légitimité, sa validité. Ça a été maintenu parce qu'il y a beaucoup de garanties procédurales qui l'entourent. Notamment parce qu'il y a un appel de plein droit des décisions rendues par le juge désigné. Il y a aussi, et il y a une autorisation possible même en Cour suprême. Le juge de l'instance pénale, comme je vous l'indiquais tantôt, peut mettre fin aux procédures si la preuve est retirée du dossier et que ça empêche l'accusé d'avoir un procès équitable. Le juge aussi désigné qui entend la requête en vertu de l'article 38 a un large pouvoir discrétionnaire parce que le choix qu'il a, c'est pas tout simplement de dire « j'accepte que les documents doivent demeurer confidentiels et ne peuvent pas être déposés ». Il peut, au contraire, ordonner que les documents en question soient divulgués, mais il peut aussi ordonner qu'un résumé soit fait. Et il peut donc même prévoir que les renseignements pourront être divulgués au juge qui se prononce dans l'instance, même si la personne visée ne les verra pas. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui permettent peut-être d'encadrer un peu plus la discrétion que le procureur général a de retirer ces documents-là. Mon dernier point, et je vais faire très, très vite parce que c'est probablement ce que vous connaissez le mieux, ne serait-ce que pour en avoir entendu parler dans les journaux, les fameux certificats de sécurité qui sont prévus par la loi sur l'immigration et qui permettent donc au Canada d'exclure du pays des personnes qui se sont livrées à des activités terroristes ou qui auraient été membres d'organisations terroristes, le but étant évidemment de s'assurer que le Canada ne devienne pas un refuge pour ces personnes-là. Alors, quand un certificat de sécurité est émis, et je passerai vite là, sur la façon dont ça se fait, vous savez qu'il y a une enquête qui est faite et la personne est détenue pendant que le certificat de sécurité est examiné. Encore là, les juges ont fait preuve d'une très grande déférence dans les premières années où ces certificats ont été émis, mais la situation a beaucoup changé au fil des années. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que les 5 certificats de sécurité qui ont été émis par le gouvernement, il en reste un, je pense encore, qui n'a pas été tranché. Les 4 autres ont été invalidés ou le gouvernement a retiré les certificats. Parce que, encore une fois, dans ces cas-là, il faut dire que suite à l'arrêt Charkaoui, il y a maintenant, encore une fois, là, j'essaie d'aller vite parce que je voudrais qu'on se garde quelques minutes, mais suite à l'arrêt Charkaoui, que vous connaissez probablement tous, où on avait invalidé la procédure parce qu'on considérait que le juge désigné, malgré ses meilleurs efforts pour tester la preuve du gouvernement, se trouve un peu démuni. Encore une fois, dans un système accusatoire, il y a normalement un avocat qui représente l'accusé. Là, il n'y a pas d'avocat. Alors, le juge, malgré tous ses efforts, ne peut pas vraiment tester la preuve du gouvernement. Et pour cette raison-là, notamment, la Cour suprême a invalidé ces dispositions et avait fortement suggéré au gouvernement de s'inspirer d'une technique qui existe au Royaume-Uni et qui, en fait, a été importée du Canada, c'est-à-dire les fameux avocats spéciaux. Et alors, c'est ce qu'on a fait quand on a amendé la loi sur l'immigration en 2007. On a maintenant des avocats spéciaux. Donc, quand il y a un certificat de sécurité qui est déposé, enfin, il n'y en a pas eu d'autres depuis les 5 qu'on connaît, mais normalement, donc, quand un certificat de sécurité est déposé, le juge désigné aura le bénéfice d'un avocat spécial dont le rôle est encore plus important que l'amicus curiae, parce que l'avocat spécial, lui, peut consulter la personne qui fait l'objet du certificat de sécurité tant qu'il n'a pas vu l'information qu'on dit être contraire à la sécurité nationale. Donc, tant qu'il n'a pas vu cette information-là, il peut consulter la personne visée, lui demander exactement ce qu'il en est, etc., s'informer du dossier. Et même après avoir vu la preuve secrète, alors il a accès à toute la preuve secrète, même lorsqu'il l'aura vue, il pourra consulter la personne visée par le certificat, mais cette fois seulement avec l'autorisation du juge désigné et avec l'encadrement qui sera prévu. Mais c'est quand même
une amélioration, je pense, pour la protection des droits d'une personne visée par un certificat, puisque le juge pourra mieux faire son travail. La Cour suprême a loué le travail des juges désignés dans l'affaire Charkaoui, mais elle a quand même ajouté qu'il vaudrait mieux avoir un avocat spécial, et c'est ce que le gouvernement a fait, donc, avec la modification de la loi sur l'immigration. Alors, je termine là-dessus. Qu'est-ce qu'on conclut? 2 minutes pour une conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Je vous dirais qu'à mon avis, encore une fois, vous allez me dire que je suis biaisé, je pense que les tribunaux font preuve d'une beaucoup plus grande autonomie, d'une déférence beaucoup moins grande face au gouvernement que ça pouvait être le cas il y a 20 ou 30 ans. Et ça, essentiellement, me semble-t-il, pour 3 raisons, puis je n'élaborerai pas, mais vous comprendrez, je pense, facilement. Un, l'entrée en vigueur de la Charte a clairement changé considérablement le rôle des tribunaux. Deuxièmement, l'expérience étrangère, la facilité avec laquelle on a accès aux sources étrangères et les problèmes auxquels on est confronté, les autres pays les ont aussi. Alors, la facilité avec laquelle on a accès à cette jurisprudence étrangère est évidemment un élément important dans cette plus grande autonomie des juges. Et le troisième facteur, je me risquerais à dire, est l'expertise que les juges désignés ont développée justement dans le contexte de la sécurité nationale. Et si on met tout ça ensemble, je pense qu'on peut conclure, la situation n'est sûrement pas parfaite, mais je pense qu'on peut conclure que la protection des droits fondamentaux dans le contexte de la sécurité, d'un dossier qui met en cause la sécurité nationale est mieux assurée qu'elle pouvait l'être il y a 20 ou 30 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire. J'aurais pu vous parler des modifications qui ont été adoptées récemment au Parlement, qui donnent plus de pouvoir, notamment au SCRS, à la Cour fédérale, etc. Tout ça, évidemment, on verra ce qui arrive avec un nouveau gouvernement. Il est possible que ces lois-là soient de nouveau amendées. Le dialogue se poursuit. Je vous laisserai simplement en vous disant, et c'est peut-être le message avec lequel je voudrais vous laisser, que ces questions-là sont cruciales. Je pense que c'est la prochaine frontière de la protection des libertés fondamentales au Canada, comme dans d'autres pays. Et on a besoin, tous autant que nous sommes, Canadiens, Canadiennes, les juges en particulier, on a besoin de l'expertise des juristes dans ces matières-là. Et je vous encourage, surtout les francophones, les civilistes, à vous intéresser à ces questions-là. Malheureusement, trop souvent, trop longtemps, ces questions ont été l'apanage des juristes de nos collègues anglo-saxons. Et je pense que vous avez beaucoup à offrir avec une autre mentalité, une autre tradition pour faire face à ces questions qui sont, encore une fois, cruciales. Et je vous encourage donc fortement, les plus jeunes, là, à vous intéresser à ces questions-là et qui sait, à faire carrière dans le domaine. C'est passionnant. Merci et excusez-moi d'avoir été étonné. On a plus de temps de questions. Alors, le temps file évidemment, mais je pense qu'on pourrait peut-être prendre 2-3 questions, puis vous pourriez répondre en bloc, puis malheureusement... Oui, quitte à continuer à l'extérieur s'il faut. Exactement. Là, c'est même pas parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont déjà mangé. Sébastien, ben, je oui. vais peut-être poser une question sur les certificats de sécurité. Là, Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se traduise dans les cas qui je pense que Arcade Oui. validé, je crois, en une détention à durée indéterminée lorsque l'on conclut que la personne ne peut pas être envoyée dans son pays d'origine? Ça, c'est un peu la question. Oui, bien, ça, j'ai pas eu le temps, évidemment, de mentionner que quand une personne est détenue suite à un certificat de sécurité, il y a des revues de détention quand même, là, après 48 heures, puis après ça, au moins à tous les 6 mois. Et là, il y a effectivement des levées de détention qui ont été ordonnées ou enfin, les conditions de détention ont été allégées et assouplies dans la plupart des cas, et pour ne pas dire complètement enlevées dans certains autres cas. Donc, il y a un contrôle judiciaire au niveau de la détention, là, ce n'est pas absolu. Mais ça pose des problèmes énormes, et l'Angleterre a eu le même problème avec un certain nombre d'individus qui sont trop dangereux pour être relâchés, mais qu'aucun pays ne veut accueillir.
Et là, on est un peu coincé. On ne peut pas garder ces gens-là en détention indéfiniment. Et ça, c'est le grand dilemme, effectivement. Mais il y a un contrôle de la détention par voie judiciaire. Oui, monsieur? Oui. Les gros pouvoirs qui sont donnés au SCRS, est-ce que ça fait en sorte qu'il faut qu'il cherche un mandat quand même devant un juge pour intercepter des communications ou ça leur donne une carte blanche? Non, en fait, ce que les deux lois qui ont été adoptées au mois de juin prévoient, d'une part, c'est que les mandats, et on est venu clarifier en fait la situation qui découle de l'affaire Ray X dont j'ai parlé, on a clarifié le pouvoir de la Cour fédérale d'émettre des mandats pour des activités à l'extérieur du pays. Là, c'est maintenant clair, c'est autorisé. D'autre part, et c'est là où il y a eu le plus de débats, il y a des amendements qui viennent, qui permettraient au SCRS non seulement de colliger de l'information, mais là, j'ai juste le mot en anglais, de disrupt, c'est quoi en... Le pouvoir de réduire la menace. Oui, mais d'agir de façon directe pour... en d'autres termes, le SCRS a le pouvoir maintenant non seulement d'avoir un rôle passif dans le sens où on recueille de l'information, mais le SCRS va pouvoir perturber, c'est le mot que je cherchais, merci, perturber des activités. Et on dit qu'ils devront obtenir un mandat de la Cour pour, à toute fin pratique, violer la charte. Là. Et c'est ça qui a causé beaucoup de discussions, puis je ne me prononcerai pas évidemment sur la question, mais la disposition, je n'ai pas le texte précis en tête, mais la disposition dit clairement qu'il sera possible d'obtenir un mandat pour perturber des activités et par le fait même, possiblement, porter atteinte à des droits fondamentaux. Alors, le débat est ouvert. Est-ce que ces dispositions-là vont être maintenues? Vous lisez les journaux comme moi. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Peut-être une dernière question en terminant. Ça va? Alors, il me reste à vous remercier, vous remettre aussi un petit souvenir de la session de droit civil. Je sais que vous en aviez déjà amplement, mais en voici un supplémentaire. Merci beaucoup. Merci. Merci.